La Formule 1 est un sport en constante évolution. Techniquement, les voitures évoluent, tout comme les circuits ainsi que le calendrier, mais sportivement, la F1 évolue aussi. Et si on a vécu les qualifs sprint cette année, ce n'est pas la première fois que le format d'un week-end de Grand Prix change. Qu'est-ce que les qualifications sprint nous ont appris sur la F1 cette année et surtout, qu'est-ce que cela montre globalement sur la façon dont on regarde et on apprécie ce sport? C'est le sujet de la vidéo d'aujourd'hui. La Formule 1 est un sport et un spectacle. Elle évolue continuellement et par nature et besoin de confort ou même de sécurité, l'être humain est plutôt réticent au changement. Et dans le même temps, il faut pouvoir conserver voire améliorer le niveau de spectacle pour maintenir et approfondir l'intérêt du spectateur. Alors grosso modo, la F1 doit continuellement changer, mais pas trop. On veut conserver ce que l'on peut appeler la pureté du sport, l'ADN en quelque sorte, et en même temps on doit adapter ce sport continuellement à notre époque. La F1 des années 50 est à la fois proche et en même temps très loin de la F1 d'aujourd'hui. Les nouvelles règles de 2022 devraient permettre d'avoir des batailles plus serrées en piste et en même temps les voitures vont avoir un look plus futuriste, plus moderne et correspondant à notre époque, quand bien même on a toujours du mal à dire au revoir aux F1 actuels et leurs dentelles de carbone. Mais ce changement est plutôt réussi entre guillemets car on change pour se rapprocher de l'émotion d'une bataille en piste et donc on tente de se rapprocher de ce qui fait une partie de l'ADN de la Formule 1. A contrario, l'arrivée des V6 hybrides en 2014 a été un changement extrêmement mal accueilli, pourtant il correspond parfaitement à l'ADN de la F1 concernant le progrès technologique. Car ce changement a eu un point très négatif, il a retiré l'émotion que l'on ressentait quand on entendait hurler un moteur de Formule 1, ce que l'on ne pouvait entendre nulle part ailleurs. Et donc cette année, après moult débats pour savoir comment rendre plus intéressants les Grands Prix de Formule 1, on a testé le concept des courses sprint. On a une fois de plus testé quelque chose de nouveau en Formule 1. D'un point de vue purement sportif, voilà ce que l'on a pu apprendre de ce format sur 3 circuits assez différents sur cette saison 2021. La qualif sprint, comme son nom l'indique, et ce que le spectateur attend, c'est que les pilotes et les machines partent à fond pendant une course plus courte que le dimanche. Je ne suis pas sûr que la promesse ait été tenue, on va dire. Je n'ai pas eu cette impression que les pilotes envoyaient tout ce qu'ils avaient, sauf Hamilton lors de sa remontée au Brésil. On espérait aussi plus de dépassement et de bataille. La course sprint n'a pas résolu ce problème puisque la racine du problème réside dans le combo voiture-circuit-pneu. Si le circuit avec les voitures offre peu de chances de doubler, on va dire de manière générale en temps normal, cela sera aussi le cas pour une course sprint. Alors du coup, ça a été le cas pour Silverstone où dépasser n'est pas simple et dans une moindre mesure Monza et Interlagos où ça a été un chouïa plus faisable. Les courses sprint ont-elles été plus excitantes? À part le départ et le premier tour, j'aurais tendance à dire non. Encore une fois, en mettant à part le fait qu'Hamilton parte dernier à Interlagos. Le reste a été plutôt la même chose qu'un premier relais de Grand Prix. La qualif sprint est donc plus une sorte de Q4 où la grande majorité du résultat se joue sur le départ et le premier tour. C'est un avant-goût et cela permet d'étendre, on va dire, la stratégie un peu plus du samedi jusqu'au dimanche, comme ce fut le cas pour les McLaren à Monza. L'un des problèmes que le format du week-end avec la qualif sprint a soulevé, c'est que la séance d'essai libre 1 le vendredi pèse énormément plus qu'avant. Si vous faites une mauvaise séance, que vous vous perdez, on va dire, un petit peu dans les réglages ou que vous plantez la voiture, vous avez de grandes chances de foirer tout votre week-end derrière. Pierre Gasly avait du mal à Silverstone. Le week-end complet a été beaucoup plus difficile, pareil pour Monza, où avoir un accrochage au départ, ce qui peut arriver, aura une bien plus grande incidence sur le reste du week-end et votre dimanche. Encore une fois, Pierre Gasly l'a expérimenté. Dernière remarque, l'enjeu. Seuls les 3 premiers marquent des points et on commence le Grand Prix là où on a terminé la qualif sprint. Alors a priori, limiter la casse et partir là où on a commencé la qualif sprint, c'est déjà très bien. Grappiller 2 voire 3 places, tant mieux. Mais le but c'est de ne pas planter et de partir dernier le dimanche. L'enjeu est donc relativement faible, ce qui incite une approche plus conservatrice de la part des écuries plutôt que d'envisager l'attaque. Alors d'un point de vue plus positif, on s'est rendu compte qu'avoir la qualification le vendredi, une course le samedi et un Grand Prix le dimanche investissait probablement beaucoup plus le spectateur dans le week-end. On avait de l'enjeu et de l'intérêt chaque jour du week-end et ça, c'est top. D'ailleurs, l'heure des qualifications le vendredi était assez tardive afin que le public européen puisse la suivre. Du coup, est-ce que vous avez suivi les qualifs le vendredi ou est-ce que ça a été peut-être un petit peu difficile à cause du boulot, les études, le collège, etc. À vous de me dire dans les commentaires. D'un point de vue économique, on le savait déjà plus ou moins, mais c'est gagnant pour un promoteur de Grand Prix, pour celui qui organise le Grand Prix et qui vend ses billets.
Les gens vont avoir plus tendance à venir sur les 3 jours et remplir les tribunes pendant tout le week-end que un petit peu le vendredi et complet le dimanche. Pour résumer, sportivement parlant, le format du week-end est assez tendu et il ne laisse aucun droit à l'erreur. La qualif sprint n'améliore pas le spectacle en piste, spécialement on va dire de manière intrinsèque, et on s'est rendu compte qu'il faut de l'enjeu chaque jour du week-end pour retenir plus l'attention du spectateur. Qu'est-ce que cela dit sur le format actuel des week-ends de Grand Prix? Le gros problème que cela soulève, c'est que les essais libres 1 et 2 du vendredi n'intéressent pas le spectateur. Moi je les regarde en tant que drogué du sport, mais des potes à moi ne savaient même pas que la F1 pouvait rouler le vendredi. Alors est-ce que c'est parce que le vendredi manque d'enjeux? Probablement, mais pas spécialement, j'ai envie de vous dire. Je pense que cela révèle qu'il y a un très gros manque d'information et de compréhension globale du sport pour les spectateurs. Les free practice, les essais libres donc, ne sont pas intéressants car on ne sait pas en très grande majorité ce que les équipes font. Leur programme de travail, tout est plutôt, on va dire, opaque. La feuille des temps à la fin des essais libres n'a aucune valeur car tout le monde ne fait pas le même travail, donc le spectateur n'apprend absolument rien. Donc il n'a absolument aucun intérêt, on va dire, à regarder les essais libres. Faudrait-il rendre obligatoire le travail des longs relais sur une séance, puis le travail sur la qualification sur une autre séance? A-t-on besoin dans ce cas d'une 3e séance d'essais libres le samedi? Comment faire pour montrer aux spectateurs le rythme d'un long relais, d'une manière de tester des éléments aérodynamiques, etc. etc. Mais est-ce que avoir plus d'infos sur les essais libres ne nous spoile pas un petit peu le reste du week-end? Est-ce que cela ne nous évite pas une surprise d'une écurie qui finalement progresse pour surprendre en qualification ou en course? L'un des gros problèmes est l'affichage des informations à l'écran, car on nous montre les meilleurs temps, ce qui n'a aucune valeur en essai, sauf lorsque l'on fait des simulations de tour qualif. Bref, cela soulève, je trouve, pas mal de questions sur le format du week-end que l'on a actuellement, mais cela soulève aussi une question sur la manière dont on regarde une course ou un Grand Prix de Formule 1. En fait, la qualif sprint est un petit peu le fast-food de la Formule 1, c'est beaucoup plus digeste qu'un Grand Prix. Pas de stratégie, pas d'arrêt au stand, c'est court, on a un départ, il faut aller vite. Bref, c'est la course dans sa plus simple expression. On ne se pose aucune question à part de savoir si tel pilote va réussir à dépasser tel pilote. Un Grand Prix, à contrario, requiert chez le spectateur beaucoup plus de savoir, de culture, voire d'expérience pour apprécier totalement la course qu'il a devant les yeux. Comprendre les possibilités stratégiques dans une bataille, ce qu'est un undercut, un overcut, couvrir, le jeu des arrêts au stand, le composé de pneus, la physionomie d'un relais ou encore le trafic sur la piste avec les retardataires, ça fait beaucoup de choses à savoir. Bref, c'est comme regarder en fait un match de foot. A priori, on est là pour voir des joueurs marquer des buts. Mais comprendre le déploiement stratégique d'une formation et son impact sur la physionomie du match, ça vous permet de comprendre bien mieux ce que vous avez sous les yeux et vous empêche de perdre de l'intérêt car ça fait 40 minutes qu'il n'y a pas eu de but. La complexité de la F1 et le nombre de variables qui agissent sur la physionomie d'une course sont interdépendantes. Et il vous faut un bagage de notions assez important pour ne serait-ce que apprécier, on va dire, les 70% d'une course qui ne concerne pas une bataille directe en piste. Le problème d'accumuler de telles connaissances, c'est que cela vient au fur et à mesure et cela requiert un effort de la part du spectateur et surtout de la pédagogie de la part des diffuseurs en général, mais surtout de la F1 et de son écosystème. Alors, on parle souvent de technique car c'est visuel, c'est palpable, entre guillemets, un aileron qui change, etc. Mais l'art de la stratégie, l'art du dépassement, les analyses et surtout les bases et le socle commun de référence de comment on fait la course sur la piste ne sont en général pas couverts. En fait, apprendre la Formule 1, c'est un peu comme apprendre le français. On vous montre toutes les exceptions qui confirment la règle sans jamais vraiment vous montrer la règle qui pourtant est la base. On vous parlera toujours d'undercut, mais on vous parlera jamais de comment on prévoit une stratégie à la base et les possibilités que l'on a devant nous. Alors bon, Canal+ fait très bien son travail de diffuseur, ils sont assez pédagogues, mais les néophytes ne parlent pas encore le langage de la F1 et il leur faut apprendre le minimum. Cela vient au fur et à mesure des Grands Prix, mais organiser ce savoir, c'est un sacré challenge. Et je vais vous dire, j'ai beau regarder la F1 depuis que je suis gamin, les courses sprint m'ont fait réaliser à quel point j'avais beaucoup de connaissances sur la F1, et à quel point en fait c'était un bordel monstrueux dans ma tête. Alors c'est très vrai pour la F1, mais je suppose que c'est aussi le cas pour les autres sports dans le monde, et j'avoue que je me rends vraiment pas bien compte à quel point c'est difficile ou non par rapport à du foot américain, du baseball, etc. etc. Il y a une étendue de savoir que l'on peut ingurgiter qui est monstre, que ce soit pour vous ou pour moi, et en fonction de ce que vous consommez comme contenu sur la F1, vous allez être plus ou moins apte, on va dire, à apprécier vraiment une course du début à la fin, quoi qu'il se passe. Dernier point qu'il faut soulever, la remontée d'Hamilton au Brésil valide-t-elle le concept de grille inversée? Au premier abord, partir 20e et doubler 15 voitures en 24 tours, on dirait tous oui.
Et pourtant, je pense que c'est justement la preuve qu'il ne faut surtout pas, mais alors surtout pas faire de grille inversée. On a beaucoup de dépassements, on a de l'action en piste, mais alors du coup, quel est l'intérêt de regarder le Grand Prix le dimanche dans ce cas? Le nouveau spectateur tombe sur un show formidable le samedi pour se taper une sieste le dimanche. En fait, on incite les gens à manger McDo au lieu de leur apprendre à se nourrir correctement. Là, c'est en quelque sorte, on va dire, ouvrir la boîte de Pandore, succomber à une tentation qui va traiter un problème en surface et non pas en profondeur. On rend artificiel encore plus les batailles que l'on a en mettant les meilleurs et ceux qui ont le mieux bossé derrière au lieu de faire en sorte de pousser tout le monde vers l'avant en resserrant les écarts. Et ce problème du manque d'action devrait commencer à se résoudre avec les F1 de 2022. Il n'est pas possible de le résoudre à 100%, mais de travailler à la racine du problème est essentiel plutôt que d'avoir un cache-misère qui en plus va heurter encore plus fort le Grand Prix du dimanche. Il faut jouer entre pureté du sport et amélioration du spectacle, mais pour cela, il faut aussi donner les clés de compréhension à l'audience qui regarde les Grands Prix pour la retenir de manière pérenne. Et devant l'immensité de ce savoir que l'on peut acquérir, c'est hyper complexe de savoir par où commencer, que ce soit pour un néophyte ou un averti.